Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session. On va parler de réindustrialisation avec tous mes invités. Vous allez voir, on a un panel absolument extraordinaire, des experts venus de pas mal de secteurs très différents. Alors, on va parler donc de ce thème et c'est sûr qu'après des années, on va dire, de délocalisation, eh bien, aujourd'hui, les entreprises françaises cherchent à relocaliser leur production dans l'Hexagone. Alors, qu'est-ce qui les motive? Comment est-ce qu'elles y parviennent? Comment est-ce qu'elles arrivent à rapatrier ou à développer leur production en France? Il s'agira peut-être davantage encore de localisation nouvelle que véritablement de relocalisation. Quels sont pour elles les gains déjà quantifiables? On va voir tout ça avec nos intervenants. Alors pour démarrer et planter le décor, je propose une keynote d'une dizaine de minutes et je vais demander tout d'abord à Olivier Luancy de venir nous rejoindre. C'est un expert reconnu dans le monde de l'industrie. Il a commencé sa carrière à la Commission européenne avant de travailler au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais puis chez Saint-Gobain. Aujourd'hui, vous êtes spécialiste industrie au sein de l'entité de conseil en stratégie de PwC. Je vais vous demander peut-être de vous asseoir à côté de moi et je vais appeler tous nos intervenants parce qu'ils vont donc maintenant nous rejoindre sur scène. On va commencer par une femme, hein. Donc on n'a pas énormément de femmes dans l'industrie, donc on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Il s'agit de Valérie Laurens-Poinceau, directrice générale des laboratoires Boiron. Merci Valérie. Laurent Mazoué va venir nous rejoindre. Il est executive vice-président for Operation chez Airbus Hélicoptère. On a également le plaisir d'avoir avec nous Frédéric Lassara, directeur général d'Acoplus, responsable chez EFI Invent, structure de diversification d'EFI automobile. Christophe Meilly sera également parmi nous, chef de projet augmentation capacité enrichissement d'Orano. Et enfin, Pascal Richard, associé fondateur administrateur de Carbone, président du syndicat professionnel Aura Digital Solaire. Ils vont nous redire tout à l'heure exactement donc, quelle est donc, leur activité. Alors, première question donc, pour vous, donc, Olivier Luancy, finalement. Donc, est-ce qu'on réindustrialise vraiment en France aujourd'hui? Il y a une véritable volonté de politique publique, alors que ça avait été plutôt l'inverse, on va dire, les 30 dernières années. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci pour me céder la possibilité d'échanger quelques idées. La première chose que j'ai envie de dire quand vous dites est-ce qu'on réindustrialise, c'est est-ce que c'est le bon mot? Vous l'avez évoqué un peu dans votre introduction. Je pense qu'il faut bien réaliser, on est en train de changer de modèle de société. On est passé d'une société de consommation, voire de consommation de masse. Le projet sur lequel on va, il n'est pas tout à fait clair encore. J'en veux par exemple des témoignages. Michel Serres en 2019, le célèbre philosophe français, en voulait à sa profession de ne pas avoir fait le petit livre qui nous guiderait pour la suite dans cette transformation, alors qu'on avait du contrat social de Rousseau quand on a fait la Révolution française, et que là, on n'avait plus rien. Ça, c'est le premier point. Avec ce changement de société, de modèle de société, on a un changement de modèle économique. On passe d'une économie mondialisée à une économie qui va être plus souveraine. N'en doutez pas, l'Inflation Reduction Act est un élément de patriotisme, voire de protectionnisme. Il faut l'assumer. C'est le monde dans lequel on entre. Le deuxième point, c'est qu'on va vers une société qui est décarbonée, sobre, circulaire. Il n'y a pas vraiment le bon terme aujourd'hui qui nous permet de définir ça, et c'est le chemin qui est devant nous. Et à partir du moment où notre société change, notre industrie va changer, parce qu'une industrie, ça sert un projet de société. On ne produit pas pour produire, on produit pour vendre, pour répondre à des attentes, à des besoins d'une société qui est complètement renouvelée, qui est en train de se renouveler. Alors, une fois que j'ai posé ça, je dirais réindustrialiser peut-être, mais c'est surtout réinventer une industrie. Quand on dit relocaliser, il y a toujours ce « re » qui nous embête parce que ce ne sera pas les mêmes usines, ce ne sera pas les mêmes produits. C'est ce que je disais, c'est peut-être plutôt localiser différemment finalement. Et moi, je préfère le terme de renaissance industrielle. Alors, il est un peu lyrique, mais il nous permet de poser vraiment le cadre qu'on est en train de changer de société, de projet sociétal. Voilà pour le premier point. Alors, est-ce que c'est en route? Oui, mais il y a encore plein de choses à faire. La première chose, c'est que si on veut attirer des talents à l'industrie, il faut raconter une histoire. Une histoire qui fasse vibrer, qui fasse rêver. Il nous faut un récit. On en a peut-être un tout petit bout de récit collectif autour de l'industrie verte. Je pense que c'est juste le début. Mais il faut quand même une ambition qui soit mesurée. Quand j'entends, par exemple, nous voulons être la première industrie verte du monde. Rappelons-nous quand même qu'on est l'un des pays les plus désindustrialisés d'Europe, que notre densité industrielle, c'est celle de la Grèce.
qu'en Europe, derrière nous, il n'y a que Chypre, Malte, je vais vous faire sourire, et le Luxembourg. Donc, calons bien notre discours, mais aussi calons nos ambitions. Il faut être ambitieux et réaliste. Et déjà, si on se disait qu'en 2030-2035, on rééquilibre notre balance commerciale et on réoriente notre société vers une société décarbonée, je pense qu'on a déjà là des éléments d'ambition qui sont super et qui nous restent à faire. Ça, c'est la première chose qu'il nous faut. La deuxième, c'est qu'il faudrait qu'on soit fier du Made in France. Moi, j'aimerais bien qu'on achète un peu plus français dans la commande publique. On en parle, est-ce qu'on le fait? Est-ce que les grands groupes font ce qu'on appelle des achats responsables, c'est-à-dire pour développer encore plus un tissu, un écosystème de fournisseurs? On en parle, il y a encore une marge de progrès fantastique. Et puis pour ceux d'entre nous qui ont le pouvoir d'achat, ce n'est pas vrai pour tous les ménages français, pourquoi on n'achèterait pas un peu plus du Made in France? Voilà, le problème, c'est que ça coûte parfois quand même plus cher. Alors, pour les ménages, pour nous, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir le pouvoir d'achat. Pour les entreprises, pour être très très proche des acheteurs, enfin j'ai le plaisir d'être au conseil d'administration du Conseil national des achats, ils savent qu'acheter une partie, peut-être pas tout, de fournitures locales est créateur de valeur pour l'entreprise. Pas forcément en termes financiers, mais vous sécurisez vos approvisionnements, vous faites de la co-innovation, vous avez de la réactivité et de la sécurité d'approvisionnement. C'est plein de coûts cachés, difficiles à quantifier, mais c'est une réalité pour les acheteurs qui en sont de plus en plus convaincus. Autre point qui semble important dans ce contexte, c'est reconquérir notre souveraineté technologique. On a été bon il y a très longtemps, il y a 60 ans à peu près, dans les chantiers navals. On a été bon dans le TGV, on a été bon dans l'accès à l'espace. Aujourd'hui, nous n'avons presque plus de technologies différenciantes qui nous permettent de dire sur ce domaine-là, il n'y a pas un ingénieur du monde qui sera dans les tops s'il ne passe pas en France. Ça, c'est ce qu'on doit faire. C'est quelque part l'ambition de France 2030. C'est une belle brique que nous avons à notre disposition. En aéronautique, on n'est quand même encore pas très... On a encore l'aéronautique, c'est vrai. C'est vrai, mais n'oubliez pas, on a fait un duo avec Boeing. Les Chinois tapent à la porte de ce petit club et on sait quelle est leur puissance. Toujours dans l'idée, comment on réindustrialise, et on se fixe beaucoup sur les technologies, c'est France 2030, mais on ne fera pas, par exemple, la filière hydrogène si on n'a pas une filière mécanique qui est capable de faire les stockages d'hydrogène, les vannes pour l'hydrogène, les tuyaux pour l'hydrogène. C'est bien de viser l'excellence, mais il faut une densité d'un tissu industriel. Et ça, en France, on l'oublie un petit peu. On vient de sortir une note avec Guillaume Basset, qui a été aussi délégué au territoire d'industrie, en disant qu'il y a à peu près 15 000 projets dormants ou n'étant pas à la vitesse où il faudrait dans les territoires pour les PMI. 50 milliards d'investissements productifs, 450 000 emplois industriels à côté desquels on passe largement parce qu'on oublie d'activer les écosystèmes territoriaux au niveau qu'il le faudrait. Voilà une autre piste de réindustrialisation. Et alors ce qui est sympa, c'est que si on fait et France 2030 et ce que je viens de vous proposer, ça va prendre 10 ans, 10 ou 15 ans, on crée 1 million d'emplois industriels supplémentaires, on se recolle quasiment à la moyenne européenne de laquelle on est complètement décalé. Donc on a des solutions, des pistes. Si j'ai 2 minutes encore, je vais vous parler des freins. On parle souvent de financement. Pour ce qui est de la tech, il y a France 2030, la deep tech, il y a France 2030 pour la partie publique, et il y a des fonds privés qui sont en train d'arriver. Je vois de plus en plus de fonds qui s'intéressent aux PME. Donc je pense que le sujet du financement, qui a été longtemps quelque chose de difficile, va doucement s'améliorer. Il y a tellement de liquidités disponibles dans le monde. Elles ont compris ces liquidités, quel était l'intérêt de changer l'industrie. Je pense que c'est un sujet qui va s'améliorer. Je suis plus inquiet sur le foncier industriel. On a fait un petit calcul. Dans les ratios actuels, vous prenez un employé, il a un nombre de mètres carrés occupés. Si vous voulez juste rajouter 2 points au PIB en manufacturier, c'est-à-dire on passerait de 10 à 12, dans les conditions actuelles, il faudrait 40 000 hectares d'usines nouvelles. Quand on parle de zéro artificialisation nette, on comprend un peu le choc devant lequel on est. Alors, bien sûr, il y a des friches industrielles. Bien sûr, on peut faire des usines qui sont plus compactes. Bien sûr, on peut utiliser des sites industriels qui ne sont pas tout à fait occupés. Mais ayons bien cet ordre de grandeur en tête. La question du zéro artificialisation nette, qui est un objectif légitime,
est aussi aujourd'hui un frein de notre réindustrialisation. Ce n'est pas la seule des injonctions contradictoires qu'on a. La formation, table ronde précédente, comment on recrute les talents dont on a besoin. Alors, j'ai entendu dire au début du salon, à l'inauguration, il y aurait 250 000 recrutements dans l'industrie en 2023. Super. Où est-ce qu'on les trouve ? Si on veut faire notre réindustrialisation, c'est-à-dire ce million d'emplois à l'horizon supplémentaire à l'horizon 10-15 ans, il faudrait à peu près recruter en plus dans l'industrie 100 000 personnes par an. Est-on capable de les attirer? A-t-on le système de formation qui est nécessaire? Juste une clé de réflexion qu'on oublie souvent, les Français sont peu mobiles. On ne choisit pas le lieu de notre logement par le taux de chômage, pas comme les Américains. Et en plus, lorsqu'on habite quelque part, on prend rarement un job à plus de 30 km. C'est des statistiques de l'INSEE qui sont parfaitement connues. Donc il faut former dans les territoires pour les territoires. Ça, c'est encore une logique. Quand on recentralise notre outil de formation, on va un peu à l'encontre de notre sociologie pour être capable de former ces gens-là. Voilà encore une autre clé. Dernière clé, les formalités, les procédures. Nous sommes 2 fois plus longs pour donner une autorisation d'ouverture d'usine que les Allemands. Il y a un peu de simplification à faire, on en fait depuis 10 ans. Ma conviction profonde, c'est qu'il faudrait d'abord, le principal facteur, ce serait de changer cette culture que l'on a de relation à l'administration. Je vais vous donner juste un petit exemple. Il y a un chef des sapeurs-pompiers d'un département français qui m'appelle en me disant « Je suis fan de la réindustrialisation, comment je peux aider ?» Je dis « Je ne sais pas trop, mais racontez-moi votre histoire. » Écoutez, c'est très simple. Il y a une usine qui est implantée. Moi, j'arrive avec mon autorisation incendie au bout des procédures. Au moment où ça m'arrive, je découvre que le stockage de produits chimiques est collé à l'usine. Je peux pas donner un feu vert. Donc je suis obligé de leur demander de le décoller. Changement du plan masse, changement du permis de construire, on recommence la procédure à zéro. Et il me dit simplement, si les 10 administrations concernées s'étaient mis autour d'une table avec les chefs de projet avant qu'ils fassent son design, on aurait gagné 6 mois. Mais quelque part, dans notre administration, on interdit aux fonctionnaires d'aller au contact des porteurs de projets de manière informelle parce qu'on a peur qu'ils perdent leur indépendance. Est-ce qu'on pourrait leur faire confiance ? Simplement pour qu'ils soient ce conseil, qu'ils aident les chefs de projet à y aller. Et 10 administrations, c'est peut-être beaucoup aussi. Hein. C'est peut-être 6, ok, c'est peut-être 6. Mais en tous les cas, se mettre autour de la table et qu'ils disent simplement, c'était sa parole. Hein. En 1 heure, on dit à un chef de projet les 10 points qui sont bloquants habituellement sur ce type de projet. On résout 90% des problèmes d'une procédure en 1 heure. Je conclus juste en faisant une forme d'un appel. On a ce type de difficultés et aujourd'hui, je pense qu'on a des pouvoirs publics qui n'ont pas tous les logiciels, qui ne comprennent pas toutes les chaînes de valeur. Pensez à la taxe carbone. Elle va certes protéger les industries de base, elle va affaiblir la première transformation. Ça, c'est une mauvaise compréhension du monde dans lequel on vit de la part de nos autorités. On ne peut pas en faire une victoire symbolique quand l'exécution est aussi risquée pour toute l'industrie de première transformation. Il faut que vous, dans la salle, qui êtes des militants, des partisans de l'industrie, vous preniez la parole. Sur l'énergie, qui est une grande crise aujourd'hui, j'ai entendu les boulangers, je n'ai pas assez entendu les industriels qui s'ouvrent encore autant. Prenez la parole, ce n'est pas notre culture, mais faites-le. Faites-le pour défendre vos intérêts, mais faites-le aussi pour raconter vos histoires et votre passion. On sera capable d'attirer 100 000 nouvelles personnes par an dans l'industrie sans problème si on fait vibrer les émotions, la passion qui vit en vous, le plaisir et la fierté que vous avez dans votre métier. Voilà, je conclus là-dessus, sur cet appel à vous exprimer, à l'ouvrir, comme je dis, pour des fois protester et des fois faire briller les yeux. Merci. Merci beaucoup, merci Olivier Luancy, on peut l'applaudir. Alors bien sûr, hein, je vais vous le dire, mais vous pourrez poser aussi des questions si vous le souhaitez. On aura un moment d'échange à la fin de cette table ronde. Alors on va commencer très vite. J'aimerais un premier tour de table, si vous voulez bien, pour que vous vous présentiez. Je l'ai fait rapidement quand vous êtes arrivé sur scène, mais quand même, on aimerait savoir un peu plus qui vous êtes exactement, que ce que vous faites, d'où vous venez. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Valérie. Vous êtes en quelque sorte la locale hein, de l'étape, puisque votre usine Boiron est tout près. Hein.
Oui, absolument. Donc moi, je suis la dirigeante des laboratoires Boiron. Donc c'est un laboratoire qui est champion du monde, et c'est un champion français. Parlez bien près. C'est un champion français qui fabrique donc de l'homéopathie et puis bien d'autres solutions de soins. Également, j'ai une casquette de coprésidente d'un club des entreprises de taille intermédiaire de la région. Donc tout ce que vous dites, je le vis aussi à travers ce club. Et également, je suis présidente de IWF, International Women's Forum, qui œuvre pour la parité dans les conseils d'administration et les COMEX. Combien de salariés, combien de chiffre d'affaires? Chez Boiron, on a 2700 salariés et on fait 540 millions de chiffre d'affaires. Alors Laurent Mazoué, donc vous êtes donc de chez Airbus. Racontez-nous où est-ce que vous êtes basé. Alors je sais que vous êtes basé un peu partout parce que vous voyagez beaucoup. Hein. Donc Laurent Mazoué, je suis le directeur des opérations d'Airbus Hélicoptère. Donc Airbus Hélicoptère, c'est une division du groupe Airbus. Et donc on est profondément européen chez Airbus. C'est vraiment notre ADN puisqu'on a été construit par le mariage des champions nationaux. Donc on a naturellement des implantations en France bien sûr, mais aussi en Allemagne, en Espagne et en Angleterre du temps où c'était l'Europe. Voilà. Donc Airbus Hélicoptère, c'est 20 000 personnes, 7 milliards de chiffre d'affaires. On va livrer cette année 400 machines, donc 400 hélicoptères, et on en a un peu plus de 12 000 qui volent dans plus de 150 pays. Et vous êtes basé où alors? Moi, je suis basé à Marignane, mais comme je m'occupe des opérations, je supervise naturellement le reste des usines en Europe et dans le reste du monde, et aussi, et j'y passe beaucoup de temps en ce moment, l'ensemble de la supply chain. Ok. Frédéric Lassara, donc racontez-nous, donc vous êtes directeur général d'Acoplus. Oui, effectivement, Akeoplus, c'est la filiale robotique du groupe EFI Automotive. EFI Automotive, c'est aussi un local de l'étape, puisque c'est à quelques kilomètres d'ici. C'est une ETI familiale présente en France, aux États-Unis, en Chine et en Turquie, qui n'a jamais délocalisé et qui investit dans la voiture électrique après avoir été très longtemps présent sur le véhicule thermique. Donc il y a là une transformation de EFI. Et de la réindustrialisation avec beaucoup de robotique. Et je m'occupe de cette filiale-là. Combien de personnes, le chiffre d'affaires? 2700 personnes dans le monde et 200 millions de chiffre d'affaires, grosso modo. 4e génération de cette ETI familiale dirigée par une femme. Bravo. Christophe Meilly, donc vous êtes chef de projet donc chez Orano. Oui, bonjour. Donc Orano, pour vous resituer, c'est une entreprise française implantée sur le territoire, mais également on a quelques implantations à l'étranger. On est spécialisé dans le domaine du nucléaire et on se développe de plus en plus dans le domaine de la santé également, sur tout le cycle du nucléaire. Moi, je travaille sur le site de Pierrelatte, dans la Drôme, à cheval sur 2 régions. Et je m'occupe d'un projet dont je vous parlerai un peu plus tard. Et ce que je voulais vous dire en termes de chiffre d'affaires, on est sur 4,2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière et on a 17 000 employés chez Orano. Et enfin, on termine avec Pascal Richard, donc vous êtes associé fondateur de Carbone. Oui, bonjour, Pascal Richard, enchanté. Donc, je suis l'un des fondateurs de la société Carbone. Carbone, c'est une start-up industrielle qui a été fondée par des entrepreneurs issus du monde des territoires, des ETI qui viennent de la fonderie, d'autres qui viennent du monde de l'électronique, et puis des entrepreneurs du solaire avec des experts pour construire d'ici à 2025 une gigafactory dont on a fait l'annonce récemment qui sera basée à Fos-sur-Mer et qui a pour objectif de produire de façon massive des panneaux solaires photovoltaïques, mais avec une particularité, c'est son intégration verticale depuis le traitement du polysilicium, traitement électrochimique des cellules et l'assemblage des modules. Donc c'est aujourd'hui le projet européen le plus ambitieux et le plus calé et nous en sommes très fiers. Alors on va démarrer tout de suite avec la première question sur le fait de savoir si vous êtes en train de réindustrialiser, de relocaliser, de localiser. Comment est-ce que vous vivez les choses très concrètement dans vos entreprises? On va peut-être démarrer avec vous, Laurent Mazoué. Vous avez une usine au Mexique, une usine en Hongrie, mais vous voulez quand même augmenter la charge en France, ce qui n'est pas forcément très simple. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un marché qui est très porteur en ce moment. On a des quantités de plus 20% en hélicoptère neuf à livrer d'une année sur l'autre depuis 2 ans. Et on voit que les années futures sont encore en progression. Et on a des clients qui volent également plus. Et donc, pour assurer la maintenance des appareils, ça vient tirer tout un tas de pièces de rechange. Donc, on est dans un marché qui est très porteur. Ça, c'est une première explication. La deuxième, c'est qu'on a un moment de la vie de l'entreprise où il n'y a pas d'hélicoptère bashing pour l'instant?
Non, je ne pense pas, parce qu'on s'aperçoit que l'hélicoptère, quand même, c'est une machine qui sauve les vies, qui protège les personnes. Et je pense que l'image de l'hélicoptère est encore largement bonne dans le public. Ouais. Et donc, ce que je disais, dans la vie de l'entreprise, en ce moment, on est dans une phase importante de renouvellement de la gamme. Donc, on doit développer en parallèle plusieurs programmes. Et dans ces moments-là, la proximité de l'ingénierie, donc les bureaux d'études, les gens en charge de l'industrialisation et les gens en charge de la production, c'est quand même mieux s'ils sont physiquement pas trop loin pour se parler, pour pouvoir implémenter des changements rapidement et puis pour être flexible. Donc ça, c'est vraiment un des gros sujets. Donc, on travaille sur nos produits, donc de l'hybridation, les fameux SAF, Sustainable Aviation Fuel. Donc pour nous, c'est comment on fait voler nos appareils avec des choses qui sont plus du kérosène, mais des choses qui vont avoir une empreinte carbone beaucoup plus limitée. Et à horizon plutôt 2030 ou après, on parle d'hydrogène. Ça, c'est sur les produits. Et sur les process, c'est, j'allais dire, prendre tout ce qu'il y a dans ce beau salon, toutes les briques technologiques qui sont à notre disposition pour faire l'usine du futur. Et l'usine du futur, c'est une usine qui est plus sécurisante pour nos employés, qui assure la sécurité en vol de nos produits. On fait des machines volantes, bien sûr de la compétitivité, bien sûr des cycles de production plus courts et bien sûr une qualité du premier coup meilleur. Voilà, donc l'usine du futur par la robotisation, la digitalisation, l'utilisation de l'Internet des objets, c'est vraiment une réalité chez nous et on est à ce moment-là. Frédéric Lassara, alors pour vous, comment ça se passe? Vous produisez pour les nouvelles générations, c'est important, donc il faut arriver à relocaliser, à réindustrialiser. Quel est le terme que vous préférez utiliser? Alors, je dirais relocaliser, je pense que c'est compliqué dans l'industrie, en tout cas automobile, qui a déjà des cycles d'investissement qui sont passés. Donc là, on regarde plutôt les investissements futurs. Je pense en l'occurrence sur l'électronique de puissance pour le véhicule électrique. Et là, il y a des plans significatifs en Europe, mais comme ça a été mentionné par Olivier, il y a aussi des plans significatifs aux États-Unis où on est présent, comme je l'ai mentionné. Donc là, il y a aussi des tiraillements sur dans quel ordre faire les choses. Et comment les faire intelligemment pour l'ensemble des plaques sur lesquelles on est, plaques géographiques, pardon, sur lesquelles on est présent. Comment vous allez faire? Alors, vous avez déjà mis en place des process? Je pense qu'une stratégie de plateforme permet de garder la R&D en Europe, puisque c'est toujours ce qu'on a fait. Et puis, au cas par cas, on verra l'industrialisation en fonction aussi de la proximité de nos clients. Christophe Meilly, vous ne parlez pas vraiment ni relocalisation ni réindustrialisation, vous préférez parler plutôt de souveraineté industrielle. C'est ça qui est important pour vous, parce que dans votre domaine, notamment l'enrichissement d'uranium, cette souveraineté, elle vous permet de vous passer par exemple de certains partenaires. Oui, tout à fait. En fait, le mot qu'on voudrait employer, c'est plutôt un ancrage dans le territoire. Moi, je travaille sur le site du Tricastin, c'est 650 hectares, 2500 salariés Orano, 2000 sous-traitants partenaires qui nous assistent tous les jours. Et cet ancrage, lors de la crise russo-ukrainienne, nos clients nous ont sollicité pour substituer une partie des productions russes et leur fournir de l'uranium enrichi. Les usines actuellement du Tricastin fonctionnent 365 jours par an, 24 heures sur 24, et on n'a pas de capacité d'augmenter la production sans faire une extension de capacité. D'où cette volonté d'augmenter cette capacité. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on crée une usine à l'étranger ou est-ce qu'on continue dans le territoire et est-ce qu'on développe l'usine existante? Et le choix a été fait, alors c'est encore un projet, il n'est pas encore validé, mais le choix actuel d'Orano, c'est de développer de nouveaux modules de production. On a déjà, vous parliez tout à l'heure de l'empreinte au niveau foncier. On a déjà prévu cette extension, donc on a déjà la place de la construire, c'est une chance sur le site. Et du coup, ça n'a pas été trop compliqué justement par rapport à ce que nous disait tout à l'heure Olivier Luancy? Non, parce que nos prédécesseurs ont bien travaillé. Ils ont pris des mesures conservatoires pour que si on avait besoin d'augmenter les capacités, le foncier soit prêt, le terrain soit préparé. Donc on est prêt à déployer. La contrepartie de tout ça, de rester sur le territoire français, c'est l'aspect réglementaire, tout ce qu'on est en train de faire au niveau, on en parlait tout à l'heure, de la concertation préalable avec la CNDP, l'aspect réglementaire, l'aspect, nous on est soumis à l'autorité de sûreté nucléaire. Donc
vous avez dit tout à l'heure, le processus réglementaire, il est long, en effet, hein, puisque c'est un projet qu'on veut rapide, puisque nos clients nous demandent de produire dès 2028, et à l'échelle du nucléaire, c'est très rapide. Donc 2028, c'est rapide. Ah oui, pour nous, c'est très rapide. C'est vrai que pour d'autres industries, ça pourrait paraître des temps longs, mais les temps de cycle du nucléaire sont très longs. Et pour réussir ça, le fait de faire un copier-coller de l'existant, ça, je ne sais pas s'il y a d'autres industriels qui ont été soumis à ça, mais c'est pas si facile, 10 ans après, avec l'obsolescence, avec l'évolution des matériaux, de faire du copier-coller. Mais c'est un vrai enjeu pour le projet d'arriver à dupliquer ça. Alors, pour vous, donc Pascal Richard, vous voulez, avec Carbone, ouvrir une gigafactory de produits solaires made in France sur l'ensemble de la chaîne de valeur, produire donc cette usine qui va finalement produire pour la demande mondiale de photovoltaïque. Ma question, c'est quand même, pourquoi produire en France aujourd'hui? Alors, pourquoi vous avez choisi, vous avez fait ce choix? Déjà parce qu'on est français et qu'on essaie de faire les choses chez soi. Hein. Mais plus sérieusement, c'est que historiquement, le solaire photovoltaïque moderne, qui est né après les chocs pétroliers dans la fin des années 70, pas celui qu'on envoie dans l'espace, mais celui qu'on utilise pour des applications beaucoup plus terrestres, est né en Europe. Il est né en Europe et en France en particulier. Donc la France déjà a une grande légitimité dans tout le volet innovation, recherche, détention de brevets, et aussi historiquement industriel, mais à une échelle qui n'est pas, ou qui n'était plus, ou qui n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Puis l'Allemagne, puis un certain nombre d'autres pays européens. Il faut quand même avoir en tête qu'on a laissé partir cette industrie il y a maintenant un peu plus de 10 ans, 15 ans, notamment en Chine, mais le marché solaire européen reste en volume et en base installée, donc en volume installé annuellement et en base installée annuelle, le second marché mondial, après la Chine et devant les États-Unis. Donc il est tout à fait logique, à un moment, de se mettre à produire sur ce second marché des produits qui sont fabriqués ici. Or, le vrai challenge consiste non seulement à fabriquer une usine qui va produire des panneaux solaires, mais toute une filière. Il y a des machines qui vont dedans. Il y a des composants et des matériaux critiques qui vont devoir alimenter ces usines. Et c'est tout ce projet, si vous voulez, qui, comme vous l'aviez dit en introduction, doit raconter un récit qui est celui de construire une industrie nouvelle pour un monde nouveau. Et la particularité de Carbone, avant de rentrer dans les chiffres, c'est que on va avoir là un projet de loi qui va être soumis au printemps par Bruno Le Maire, qui s'appelle le projet de loi Industrie verte. Et si vous voulez, Carbone s'inscrit dans ce cadre législatif comme étant, parmi d'autres, un des outils qui va permettre à l'industrie actuelle et à venir de se décarboner. Donc en fait, nous sommes en train, de produire un outil qui lui-même va permettre de décarboner, vous voyez. Donc on a un long chemin à parcourir pour pouvoir y arriver. Et ce qui me désole, et ce que j'ai envie de dire, c'est que, étant un ancien d'Alcatel, à un moment où on délocalisait dans les modes fabless, j'étais bien plus jeune, mais j'ai vu partir des sites de R&D de Lannion en Chine et se faire occuper par Huawei sous mes yeux de jeunes trentenaires avec un grand débat. Bon, je me retrouve aujourd'hui, 15 ou 17 ans après, avec ce gros challenge. Donc on a bradé quand même pour peu cher un certain nombre de choses qui vont nous coûter très cher aujourd'hui à récupérer. Mais je pense que, comme vous le disiez, un bon récit fera l'affaire. Et je précise juste que Carbone, c'est un projet qui a vocation à produire 5 gigawatts de capacité de panneaux solaires d'ici à 2025. Voilà, l'usine, alors elle sera prête quand, votre usine, votre Gigafactory? En 2025, avec une phase de ramp-up qui l'amènera en totale puissance en 2026. Et ça n'a pas été trop difficile par rapport à ce que nous disait Olivier Luancy, le foncier, les autorisations, les administrations? Si, mais quand vous avez une équipe motivée de très fort talent qui quadrille de façon méthodique avec des partenaires qui peuvent être RTE, pour tous les aspects relatifs au raccordement et d'autres, eh bien vous créez des équipes choc qui viennent de façon méthodique quadriller le territoire et jusqu'à ce que des tapis rouges se déroulent et que les planètes s'alignent avec les autorités de l'État, les instances régionales et puis un certain écosystème qui vous accueille. Il n'y a pas de site idéal, mais on a réussi à trouver et ça fait partie, si vous voulez, je crois, d'un tout qui s'appelle avoir envie. Alors Valérie Lorenz-Poinceau, on ne vous a pas entendu sur ce deuxième tour de table pour l'instant parce que vous êtes en quelque sorte un peu le contre-exemple puisque vous n'avez
jamais délocalisé, hein. Vous êtes resté, Boiron est resté à localiser toujours sa production en France. Comment vous avez réussi à le faire? Parce qu'on sait que produire en France, ça coûte cher quand même. Alors effectivement, nous, l'entreprise a 90 ans et donc on a fait ce choix de rester en France, tout simplement parce qu'on est une entreprise de santé qui se doit de fournir des médicaments de grande qualité. Et pour fabriquer l'homéopathie, il faut un outil technologique de pointe qu'on a conçu nous-mêmes. Donc on l'a conçu nous-mêmes, on l'a installé en France avec aussi des machines qui sont soit françaises, soit allemandes. Et on a besoin d'avoir de l'électricité tout le temps. On a tout le temps de notre production, il ne faut pas de rupture, d'avoir de l'eau de qualité, d'avoir des matières premières fraîches. Donc on reçoit des plantes, il faut savoir que 80% des plantes sont issues de l'habitat naturel français. Donc vous voyez, on a tout fait toutes ces années pour maintenir en France. Alors comment on a fait? Au prix de gros efforts, parce qu'effectivement, on a eu des prix qui ont été bloqués pendant 30 ans. Donc c'était très difficile de garder une sorte de rentabilité. Je dis une sorte parce que c'était difficile. Et ce qui nous a permis de rester, c'est la ténacité d'une famille. Donc de la famille Boiron qui a dit coûte que coûte, on reste là pour garantir de la qualité. C'est tout un travail d'intelligence collective au niveau des salariés pour permettre des gains de productivité. Et puis aussi, c'est de pouvoir inventer toujours avec nos salariés de nouvelles choses pour pouvoir continuer à produire plus tout en dépensant le moins possible. Voilà, donc c'est compliqué, mais on réussit pour l'instant à le faire. Et également, quand les entreprises dans les années 80 décidaient de se délocaliser, c'était surtout pour des raisons de coût, des raisons de rentabilité. Et nous, l'entreprise, elle ne fonctionne pas en fonction du cours de bourse, en fonction de l'EBITDA. Voilà, on a cette souplesse de dire bon, on va peut-être gagner un petit peu moins ou faire une croissance un peu plus faible, mais restons en France, restons avec une grande qualité pour les patients. Surtout que vous avez quand même dû affronter des turbulences là récemment avec, on s'en rappelle tous, hein, donc les problèmes de déremboursement. Donc comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là? Il a fallu quand même, il y a eu des répercussions sur un plan social, hein. Vous avez dû faire partir à peu près 500 personnes de l'entreprise, c'est ça? Tout à fait. Alors effectivement, je peux témoigner d'être un exemple où on attaque et on mitraille même, je vais être forte, un champion français. Donc qui est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on pouvait accepter d'être déremboursé, mais il fallait le faire avec élégance, il fallait le faire avec douceur. Et là, on a été traité avec une grande brutalité. Donc, ce qui fait qu'on a dû forcément prendre les choses en main, et c'est ce que j'ai fait avec mes équipes. Et ce qu'on a dû faire, c'est effectivement ce qu'on n'avait jamais fait dans l'entreprise. On a dû faire un plan social d'envergure, licencier 512 personnes, fermer 13 sites. Ah, vous voyez, alors qu'on avait 27 sites, aujourd'hui, on a fermé 13 sites, dont un gros site industriel. Et on a tout. Alors, nous, on a relocalisé en France. C'est-à-dire qu'on a été dans l'ouest de la France, on a tout rapatrié à Lyon. On a un gros site en Île-de-France, lui, qu'on a pu conserver. Voilà, mais on a dû resserrer les lignes, on va dire, les lignes de production, les lignes de force de l'entreprise pour pouvoir passer ce cap. Donc, ça a été difficile, effectivement. Est-ce que vous avez dû robotiser davantage, du coup ? Alors, oui et non, parce qu'il y a des procédés qui sont encore très manuels. Il faut savoir qu'on a réussi, pour l'instant, j'ai réussi à maintenir 14 préparatoires. Des préparatoires, ce sont des endroits où on fabrique à la main pour vous, des choses totalement individualisées. C'est comme de la haute couture en médecine, d'ailleurs en pharmacie en l'occurrence. Donc ça, on a réussi à le maintenir au prix d'efforts et puis au prix d'une grosse chute de notre chiffre d'affaires et surtout de notre rentabilité. Alors pour relocaliser, pour se développer en France, il faut bien sûr avoir de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est un de vos problèmes à tous. Olivier Luancy nous l'a évoqué tout à l'heure, ce problème de recrutement pour trouver donc, les bonnes personnes, pour trouver les compétences. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, avec entre les 35 heures, les RTT, le télétravail, il n'y a pas forcément donc, cette main-d'œuvre à disposition. Comment vous faites? Est-ce que ce n'est pas un frein dans cette volonté de vous développer sur le territoire national? Je ne sais pas qui veut démarrer. Frédéric, peut-être? Oui, moi je peux en parler. Effectivement, recruter, c'est le sujet numéro 1 de n'importe quel chef d'entreprise. Et recruter durablement des gens qu'on va former et qui vont rester. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu numéro 1. Il y a un autre enjeu qui est la robotisation.
Si on parle de localisation, d'industrialisation, de production qui était avant en fait en dehors de l'Europe, ça ne peut fonctionner que si il y a de la robotisation. Donc en fait, ce n'est pas vraiment de la création de main-d'œuvre pour la France. C'est de la création de valeur, hein, indéniablement, mais ça ne va pas être exactement la même main-d'œuvre. C'est-à-dire que des purs cols bleus qui seraient par exemple en Asie, on aura besoin pour la robotisation d'avoir des cols blancs qui vont s'occuper de la robotique et qui vont faire en sorte qu'on retrouve finalement des prix de revient qui soient les plus similaires possibles à ceux qu'on avait avant avec de la main-d'œuvre à faible coût. Sinon, si on fait du 1 pour 1, en termes de prix de revient fabrication, ça va être beaucoup trop compliqué et onéreux. Laurent Mazoué, pour vous, c'est la même chose, hein. Vous aussi, vous manquez de bras dans le monde de l'aéronautique. Vous recrutez énormément, des dizaines de milliers de postes, c'est ça? Oui, aujourd'hui, c'est énorme, hein. Donc, il y a des grandes annonces au niveau des grands groupes, bien sûr, dont Airbus. Chez Airbus Hélicoptère, aujourd'hui, on a 700 postes d'ouverts non pourvus, pour donner un chiffre précis. Donc on peut venir vous voir donc je prends à la les fin de CV la en table sortant, ronde. il n'y a aucun problème. Plus sérieusement, moi je crois beaucoup. Donc la très bonne nouvelle, c'est que les compétences sont là quand même, hein, en Europe et dont en France. Hein. Bien sûr qu'on cherche au niveau opérateur, technicien, ingénieurs, commerciaux. Donc on a des très bons cursus de formation. Notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à embaucher assez et assez vite. Les solutions qu'on met en place pour ça, c'est réactiver, faire grossir les filières d'apprentissage, quel que soit le niveau, hein, depuis des postes d'opérateurs jusqu'à des ingénieurs en apprentissage. Donc on augmente la taille des promos, on augmente la taille des filières. Hein, alors ça payera dans 1 an, ça payera dans 2 ans, mais c'est un investissement pour le futur. Et puis, plus localement, avec Pôle emploi, on définit des parcours de formation pour des gens qui ne sont pas du tout des métiers de l'aéronautique et qu'on accompagne sur des métiers au début assez peu qualifiés, puis qui vont monter. C'est un très très gros levier pour nous, ça, d'aller chercher des gens qui ne sont pas naturellement dans le monde de l'aéronautique et qui faisaient des métiers complètement différents. Voilà. Comme quoi, par exemple ? Ça peut être, j'ai en tête aujourd'hui des dames qui travaillaient dans le domaine de l'esthétique, de la coiffure et qu'on vient prendre sur du câblage aéronautique. Frédéric, pour vous, c'est la même chose? Oui, pour nous, c'est la même chose. Il y a d'ailleurs souvent, moi je suis un ancien de PSA, il y a souvent des transferts de l'automobile vers l'aéronautique, puisque finalement on est sur du manufacturing. Mais effectivement, le recrutement, et moi je recrute des roboticiens, donc il y a une denrée qui est rare, c'est l'automaticien, et le roboticien est un peu au-dessus. Donc là, on est sur des métiers qui sont très rares, relativement complexes, et on fait tous les parcours métiers nécessaires pour garder les gens et pour les motiver le plus longtemps possible. Christophe, Pascal, vous aussi, vous avez des besoins donc, en main-d'œuvre aujourd'hui? Oui, on a parlé de l'automobile, on a parlé de l'aéronautique. La troisième filière, c'est le nucléaire. Donc il y a environ 220 000 personnes dans la filière. On vise 300 000 personnes à l'horizon 2030. Donc nous aussi, on recrute beaucoup. Chez Orano, l'alternance est une très bonne voie de recrutement. On a beaucoup d'alternants qui nous suivent, que l'on embauche derrière. Il y a eu des aides d'ailleurs, hein. Le gouvernement a quand même pas mal aidé. On peut lui reconnaître ça avec donc, la réforme de l'apprentissage qui a été faite sous la houlette de Muriel Pénicaud notamment. Tout à fait. Donc, ces alternants après rejoignent nos équipes. Quand on a un projet comme celui dont je m'occupe, il y a une autre problématique au niveau des effectifs. C'est toutes nos entreprises partenaires qui vont devoir construire l'usine. Donc c'est un projet entre 1,3 milliard et 1,7 milliard qui va s'étendre de 2024, première construction, jusqu'en 2030. Donc ça va drainer beaucoup de monde sur la plateforme, beaucoup d'entreprises, 60 clos environ. Donc il va falloir aussi gérer cette remontée en compétences, cette remontée en puissance de nos partenaires. Et les partenaires historiques existent encore pour certains, d'autres n'existent plus. Donc toute la supply chain, tout le lotissement du projet, il faudra qu'on soit très attentif à cette remontée en puissance, cette remontée en compétences. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur le tissu local parce que la majorité des lots des lots du projet sont des lots pour des entreprises locales. Donc il va falloir qu'on s'attache avec les partenaires locaux à assurer cette montée en compétences et cette montée en puissance.
Pascal, ça se passe comment dans votre secteur? Oui, alors dans notre secteur, bon, pour replacer la perspective, Carbone, c'est un investissement d'1,5 milliard d'euros d'ici à 2025, la création de 3 000 emplois directs, mais d'ici à 2030, c'est plus de 10 000 emplois sur 5 sites répartis en Europe, avec une grande partie du savoir-faire qui n'existe pas et qu'il va falloir aller chercher ailleurs. Mais c'est le cas également si vous prenez l'industrie du stockage, de la batterie, si vous prenez des sociétés comme ACC, Vercor, ils sont dans cette situation. Mais donc ce sujet, là où je veux en venir, c'est qu'il est central. Donc on reconnaît tout le cadre législatif qui a énormément évolué avec les territoires d'industrie portés à l'époque par le député Bonnel, tous les procédés d'alternance. Mais on constate, parce qu'on pense aussi en dehors du contexte français, une certaine inadéquation entre la réserve, si je puis dire, de compétences disponibles et ce dont on a besoin. Et notamment lorsqu'on va devoir mobiliser des milliers d'emplois d'opérateurs, de techniciens spécialisés. Vous voyez, on constate que dans d'autres pays, vous pouvez tout à fait commencer votre carrière comme étant technicien et puis évoluer vers un poste d'ingénieur, et ça s'inscrit même dans une certaine logique. Et en France, c'est pas comme ça. Vous rentrez opérateur, vous sortez opérateur. Je le fais court. Et donc, nous voudrions être en capacité. Frédéric Lassara n'est pas vraiment d'accord. Évoluer. Voilà. Mais bon, c'est aussi quelque chose qui doit vraiment évoluer à ce niveau. Si vous voulez, on ne peut pas faire un récit où on va prendre des gens qui vont rester à leur place sans qu'on soit capable de leur promettre qu'ils vont non seulement contribuer à un grand projet de transition énergétique et de transformation du système, tout en n'étant pas eux-mêmes dans une évolution personnelle et professionnelle. Voilà. Olivier, je crois que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être Frédéric aussi? Oui, moi je voudrais juste rebondir un petit peu sur ce qui a été dit comme un message qui est clé. Encore une fois, je trouve qu'on ne l'a pas assez en tête collectivement. Là, il y a des très très gros projets que vous voyez autour de la table, et ils ne pourront réussir que s'il y a un écosystème qui est avec eux autour. Autant de fournisseurs, d'aide à la maintenance, de formation, etc. Et on a un dispositif aujourd'hui qui valorise beaucoup ces grands projets technologiques. Et encore une fois, c'est super. J'ai rien contre. Il faut juste l'autre jambe. On ne pourra pas marcher dans cette direction-là si on n'a pas aussi la capacité d'accompagner des PME, des ETI dans leur territoire avec des investissements qui sont peut-être moins deep tech, mais qui sont absolument essentiels pour faire réussir ces projets-là. Voilà. Un mot, Valérie, sur le problème de compétences. Vous aussi, vous avez des soucis de main-d'œuvre aujourd'hui? Alors oui, alors que je viens de vous dire qu'on a dû se séparer malheureusement de 512 personnes, dans le même temps, il y a eu la fin de l'épisode Covid. On est reparti en croissance, et grâce à tout ce qu'on a mis en place avec la diversification et le retour à la croissance. Et effectivement, on a des peines à recruter. Alors il y a des dispositifs aujourd'hui avec Pôle emploi qui permettent de faire un screening des personnes qui pourraient venir, et tout un système qui permet de les appâter, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le monde à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons choisir les personnes, c'est les personnes qui vont nous choisir. Donc en fait, elles viennent dans l'entreprise. C'est peut-être pas le monde à l'envers, c'est une nouvelle façon finalement qui est en train de se mettre en place. Par rapport à ce qu'on a pu connaître. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, ça s'inverse. Et donc je pense qu'au plus vite on a conscience de ça, au plus vite on s'adapte. Et en fait, on doit être séduisant en fait. Alors nous, on est une entreprise, on a 30 accords pour faciliter la vie au travail. Mais ça, c'est historique. On a été les premiers à mettre en place les 35 heures et on est à l'écoute des besoins des salariés. Mais donc c'est vrai qu'il faut qu'on continue à être dans cette dynamique-là et qu'on entende les problématiques. Et puis, j'ai envie de mettre le pavé dans la mare, parce qu'il faut bien le dire, c'est que quand on reçoit les personnes aujourd'hui dans l'entreprise, elles viennent nous dire, nous, on veut bien travailler, mais il faut qu'on gagne plus que quand on reste à la maison. Et en fait, aujourd'hui, on est confronté à ça. Donc, j'en parle avec d'autres chefs d'entreprise qui sont d'accord. Donc, il y a cet équilibre-là qui se joue. Parce qu'elles nous disent, bon, il faut qu'on fasse l'effort de venir à Messimy, donc il faut qu'on paye l'essence, etc. Alors que quand on reste chez nous, on a tel avantage. Voilà, donc on doit se battre aussi contre finalement des aides que je ne remets pas en question. C'est important aussi d'aider les personnes en difficulté. Mais en même temps, il faut qu'on nous aide, nous aussi, à être attirants. Alors on a la réforme quand même en ce moment des allocations chômage qui va dans ce sens-là, enfin tout le système de l'assurance chômage. On va voir. Mais en tout cas, je peux vous dire que sur 2022, ça a été extrêmement compliqué et on a dû batailler, mais comme nous tous, pour essayer d'avoir... On a réussi, on est parti à peu près de 70 personnes avec Pôle emploi et finalement il y en a 10
qui ont décidé de venir. Et on espère que ces 10, on va bien pouvoir les garder. Alors vous dites qu'il faut être séduisant dans les motifs pour relocaliser, localiser. Il y a évidemment la décarbonation. Bon, vous le vivez, Pascal, forcément donc, au quotidien. Est-ce que le fait aujourd'hui d'être une entreprise plus verte, ça peut justement attirer davantage de talents ? En fait, nous devons, nous, être exemplaires parce que nous sommes représentatifs de cette décarbonation. Nous produisons quelque chose qui va permettre la décarbonation. Donc je ne pense pas être, déjà d'une part, vouloir monopoliser la parole, et puis d'autre part, je pense que c'est plutôt intéressant d'interroger des industriels qui eux-mêmes vont avoir ce besoin, l'ont déjà enclenché fort probablement. Oui, alors par exemple, oui, Christophe Mailly, vous voulez enchaîner peut-être, parce que le nucléaire aujourd'hui, est-ce que c'est une filière très séduisante ? Aujourd'hui, l'usine dont on va augmenter la capacité produit l'uranium enrichi nécessaire pour produire l'électricité de 90 000 foyers et une électricité décarbonée. Avec l'extension, on va passer à 120 000 foyers qui vont pouvoir, 120 millions, pardon, excusez-moi, 90 millions et 120 millions de foyers qui vont pouvoir utiliser de l'électricité décarbonée. Donc on est déjà dans cette décarbonatation. De plus, quand on a changé de procédé il y a une petite quinzaine d'années, et on a souhaité économiser l'électricité parce que pour produire cet uranium enrichi, il faut de l'électricité. Et on a arrêté les prélèvements d'eau dans le milieu naturel. Donc on est déjà dans ce changement et l'extension va permettre de poursuivre dans cette dynamique. Pour vous, Frédéric, et puis ensuite, évidemment, on voudra entendre aussi... donc votre voisin, oui, Frédéric. Oui, nous sur la partie automobile, évidemment, on passe du moteur thermique au moteur électrique. Donc là, sur le produit, c'est. Alors ça met un petit peu, ça tout saute du côté de l'Allemagne, hein, quand même. Hein. Oui, alors, je parle pour les productions de FI automotive. En tout cas, on a déjà ce challenge qui est énorme, puisqu'en fait, on réapprend un nouveau métier. Tout ça dans un contexte où le thermique, lui, a une tendance structurelle quand même à descendre. Et puis sur la partie process, là, il faut qu'on enclenche de façon plus active et peut-être avec un peu d'aide la modernisation des bâtiments, la mise en place sur les parkings des panneaux solaires. Bon, tout ça, c'est pour répondre aussi aux réglementations, à la loi, mais de le faire de façon beaucoup plus proactive que ce l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est enclenché. Il y a des aides sur ces sujets-là, d'ailleurs. Elles ne sont pas aussi massives que le plan Biden, mais nul doute que ça va arriver. Justement, on va revenir sur les aides. Juste un mot, Laurent. Donc, comment est-ce qu'on fait un hélicoptère décarboné, finalement ? Est-ce que vous arrivez à le faire ? Donc il y a plusieurs choses. Il y a la machine en elle-même, et là on a une roadmap techno, j'en ai parlé brièvement. Donc électrification, utilisation de carburant, les SAF, hein, donc de carburant durable, et puis à un horizon plus lointain, l'utilisation de l'hydrogène. Donc là on a une roadmap produit qui va nous emmener vers un hélicoptère plus vert. Ça, c'est plutôt le scope 3, hein, comment on utilise la machine, et on regarde les scopes 1 et 2, donc c'est comment on produit la machine. Et bien, ça commence par des choses simples, hein, c'est déjà mesurer l'efficience de chacun de nos sites de production en termes d'électricité, mais pas seulement. Comment on manage l'eau. L'eau est de plus en plus un sujet majeur aujourd'hui pour nous. Comment on manage nos déchets. Voilà, donc c'est déjà bien mesurer ça et être capable d'avoir des plans d'amélioration. Deux petites choses à rajouter, le Covid et le post-Covid nous font prendre aussi des conclusions qui ont pu être différentes de ce qui se passe depuis 2 décennies. Acheter un brut en Europe, le faire usiner en Chine pour le ramener en Europe, c'est devenu quelque chose qui est maintenant complètement fou et qui est plus compris. Donc ça contribue à réinternaliser vers l'Europe et la France certaines fabrications. Voilà. Et puis il y a aussi tout ce que vous utilisez comme kérosène. Là-dessus, il y a un vrai levier. Donc le kérosène, ce que je dis, c'est que la brique techno, elle est là, elle est vraiment atteignable. On a fait voler des hélicoptères 100% SAF, c'est-à-dire qu'on remplace le kérosène par ce fameux carburant durable. Maintenant, il faut qu'on aille vers la certification, hein. On fait des machines volantes, donc on a tout un tas de plans de certification pour démontrer que ça va être safe dans le temps pour opérer. Mais cette brique techno, on l'a là. La chance qu'on a, c'est que l'hélicoptère, dans le monde de l'aviation, ça représente 2%. Donc ce qui est un problème pour les avions en termes de volume de SAF à produire ne l'est pas vraiment pour l'hélicoptère, qui reste quand même une petite niche. Olivier, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je trouve tous ces exemples très très puissants. En fait, quand on dit industrie verte, c'est comme si l'industrie n'était pas encore verte. Et tous les exemples que vous avez, c'est que
on ne peut plus faire de l'industrie si on n'intègre pas complètement ces sujets de décarbonation, d'économie circulaire, etc. Et peut-être que dans la salle, dans l'assistance, vous en êtes convaincus. On va vous passer la parole. Sachez que la majorité des Français voient encore l'industrie comme elle l'était dans les années 70. Et c'est pour ça que je reviens à l'invitation que je vous faisais. Racontez ces histoires autour de vous. Il y a un boulevard pour faire aimer, apprécier l'industrie, refaire venir l'image de l'industrie, non pas à ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans, mais à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire des objets décarbonés, le plus possible circulaires, et qui nous projettent dans le monde de demain vers lequel nous allons. Valérie, c'est un plus pour vous de dire que... Juste, excusez-moi, tant qu'on y est, parce qu'il y a les journées nationales du patrimoine, on ne pourrait pas ouvrir les usines pendant cette journée, enfin, je ne sais pas. J'en rêve. Ah, voilà. Une nuit des usines ouvertes. Alors, c'est pas facile à organiser, mais la nuit des usines. Ouais, il faut faire ça, il faut mettre ça en place. Valérie, vous êtes très décarbonée, c'est un plus pour vous. Alors c'est vrai qu'on parle d'industrie verte, nous c'est la médecine verte. Donc déjà notre produit en lui-même, il est dénué d'effets secondaires, on utilise des plantes, on fait très attention à l'eau, etc. Mais on s'est mis en mouvement pour aller plus loin. Donc depuis très longtemps, on a mis des voitures hybrides depuis le début au niveau de nos commerciaux. Là, je bataille pour mettre des ombrières parce que j'ai signé l'année dernière un partenariat pour avoir 13% de notre électricité qui soit fait avec des ombrières puisqu'on a 32 hectares, donc on a la place de mettre des ombrières. Mais je suis confrontée à des freins réglementaires parce qu'il faut que toutes les administrations dont vous parliez tout à l'heure aient donné leur go et ça m'a amené à 2024. Donc j'ai dû contacter ces administrations pour dire non, il faut aller plus vite parce que vous vous rendez compte, nous on veut tout de suite fabriquer nous-mêmes notre énergie. Donc vous voyez, sur tous les plans, même si on est déjà vert par essence, on va plus loin. Notre restaurant, par exemple, est totalement éco-responsable. On travaille sur l'éco-conception. Enfin voilà, donc tout est en marche, on va dire, et en route pour être encore plus vert que vert. Un mot sur les aides, vous l'avez évoqué, Frédéric Lassara. Donc, effectivement, là, vous nous dites, Valérie, que vous n'êtes pas aidé dans le sens où on ne vous facilite pas les choses. Mais en ce qui concerne les aides, Frédéric, vous trouvez que c'est insuffisant par rapport au plan Biden de 300 milliards? Ça a été dit tout à l'heure par Olivier. On assiste quand même à un ralentissement de la mondialisation et avec des effets de bord quasi protectionniste, je ne sais pas si c'est le terme que tu as employé, mais on n'est pas très loin, que ce soit sur la plaque chinoise. Et là, avec le plan Biden, qui, je crois, même assume le fait que ce soit America First, reprenant d'ailleurs le slogan de son prédécesseur. Et c'est quand même des montants qui sont hallucinants en termes de capex injectés dans l'industrie américaine, puisqu'on est à, je sais pas, à 200 milliards. 300. Donc là, effectivement, le temps de réaction de l'Union européenne va être ce qu'ils vont avoir, mais il va falloir peut-être avoir une réponse à ça, après avec la question du financement et des questions qui me dépassent complètement, évidemment. Un mot là-dessus, peut-être, qui veut réagir sur ces problèmes des aides, Laurent, Christophe, Pascal? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que constate qu'en tout cas sur l'industrie solaire, il ne faut pas attendre l'Europe. Par contre, on en attend beaucoup. On va dire que voilà, on ne va pas leur courir après, mais on va se rejoindre à un moment. On pense que la France, elle a la capacité, y compris législative maintenant au niveau européen, à pouvoir déplafonner les aides d'État avec la DG Compète à Bruxelles et faire en sorte qu'on construise et que d'autres pays en Europe construisent des projets similaires pour être en capacité d'assumer nos plans de massification solaire. Donc, dire qu'à partir d'un moment où on a un pays qui s'engage derrière un projet comme celui de Carbone, par exemple, on a une grande confiance dans sa faculté à nous accompagner financièrement. Mais on est peut-être un cas à part. Rapidement, Laurent, et après on va passer aux questions avec la salle. Les aides en direct, que ce soit pour Airbus hélicoptère ou Airbus commercial, ce n'est pas vraiment le sujet. On est dans un groupe qui se porte bien financièrement et on a les moyens de nos ambitions. Le sujet où on a vraiment besoin d'aide et qui nous fait tousser côté hélico et avion aujourd'hui, c'est la supply chain. C'est l'état de la supply chain aéronautique globalement en France et en Europe, hein, avec deux gros sujets qui se sont enchaînés. On ne se rappelle plus bien, mais avant le Covid, il y a eu le double crash du 737 MAX et beaucoup des fournisseurs français et européens étaient des fournisseurs de Boeing qui a arrêté ce programme pendant une très longue période.
vu de certains fournisseurs, leur charge a baissé de 50 à 60% de manière pratiquement immédiate après le Covid. Donc ils sont passés en mode survie, plus d'investissement, des plans effectivement, des plans sociaux, des plans garantis pour l'État pour assurer le minimum. On est dans cette phase d'essayer de repartir, de recréer cette capacité, de recréer cette compétence. Et là, on a besoin de l'aide de l'État. Christophe, un mot sur ce problème des aides? Au niveau de Rano, on ne va pas bénéficier d'aide gouvernementale pour le projet. On a bien sûr le support de l'État quand même, hein, on dépend de l'État. Pour autant, nous, l'aide dont on a besoin, c'est plutôt le fait d'être accepté dans les territoires, ce que je disais tout à l'heure, et rien que le fait que nos salariés, nos parties prenantes, l'environnement soient porteurs, c'est une aide pour que le projet puisse se développer de façon satisfaisante. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je sais que la première question est toujours un peu difficile à poser, mais n'hésitez pas, hein, vous avez là un panel vraiment remarquable d'industriels qui sont là pour vous. Pas de questions? Personne. Merci pour l'intervention. C'est pour Monsieur Airbus. Monsieur, si on voit Leonardo s'installer en Algérie, que pensez-vous de ça et quelle est votre perspective? Aujourd'hui, donc, on est leader sur le marché de l'hélico et nos compétiteurs sont Leonardo, Bell, Sikorsky et Boeing. Et sur le monde du civil, Leonardo est sans doute notre compétiteur le plus sérieux. Ben, ce que j'en pense, c'est que chaque pays, chaque campagne fait l'objet de friction commerciale et c'est la vie normale dans notre métier, donc que le meilleur gagne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne n'a vraiment, pas vraiment envie. Ah, monsieur. Merci déjà pour cet échange. On parlait de robotique tout à l'heure. On disait que le fait de robotiser les chaînes va faire des économies en termes de personnes. Pour autant, on a des coûts plus élevés parce que les personnes qui vont maintenir ces outils ont des compétences plus élevées, etc. Quel est le delta en fait? On s'y retrouve vraiment ou... Ah oui, quand on fait vous avez d'un côté un investissement qui est amorti, de l'autre côté des salaires qui sont indexés, et puis vous avez en termes de temps d'ouverture, des temps d'ouverture qui sont complètement différents avec la robotique. Par ailleurs, on travaille beaucoup avec la deep tech pour améliorer encore le fonctionnement de la robotique. Vous savez que la robotique, c'est aussi beaucoup de vision, c'est beaucoup de préhenseurs. Et on arrive maintenant à créer des murs qualité, à créer du transfert, à créer du vissage automatique. Il y a énormément de métiers qui peuvent faire l'objet de robotisation. À chaque fois, on fait un retour sur un ROI pour chaque projet. Et puis, vogue. Alors, il ne reste plus que 2 minutes. Après, on va avoir terminé cette table ronde. Valérie, je voulais rajouter quelque chose sur les aides. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Je pense que c'est bien de parler de relocalisation, mais il faut aussi parler de garder la localisation actuelle. Parce qu'il y a encore des entreprises qui aujourd'hui se posent la question de partir suite à ce qu'on vit et ce qu'on a vécu avec le Covid, avec les problématiques de l'énergie. Et moi, pour être en lien avec les ETI, les entreprises de taille intermédiaire de la région, on se bat pour faire baisser les taxes à la production, pour justement que nos ETI, nos belles ETI françaises restent en France et qu'elles ne commencent pas à se dire, vu le contexte, on va partir, parce que ça serait complètement contre-productif. Et le deuxième cheval de bataille, c'est les frais de succession. Parce que ça, c'est aussi une grosse problématique. Vous avez des entreprises familiales qui sont obligées de se vendre et du coup, peut-être qu'ils vont partir parce que les frais de succession en France sont bien trop importants. Donc c'est pour ça que c'est bien de parler des aides, mais avant de faire des aides, il faut déjà essayer d'arrêter, j'allais dire, les épines qu'on a dans le pied, quoi. Il faut avoir l'écosystème, effectivement, qui va bien. Olivier, vous avez commencé cette table ronde très rapidement, un mot de conclusion. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Oui, tout à fait. Deux petits éléments. D'abord, sur la question de la robotisation, pour avoir accompagné plusieurs entreprises industrielles à mettre en route des feuilles de route 4.0, la productivité, on peut la faire augmenter de 20% et des temps de retour sur investissement
de 1, 2, 3 ans maximum. Donc oui, encore une fois, il n'y a pas d'avenir à l'industrie sans l'industrie robotisée, automatisée, 4.0, cobotisée. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et ça nous donnera cette productivité, cette compétitivité qui nous permettra de recréer de l'emploi. Totalement. Le deuxième point, c'est sur les aides. On parle de l'Inflation Reduction Act. Il y a une étude qui est sortie qui a dit « Ouais, mais nous, on a France 2030. En pourcentage du PIB, le niveau d'aide en France est équivalent à celui que Biden offre aux entreprises américaines. » C'est vrai sur les chiffres macro. C'est très caractéristique de la façon dont on a tendance à réfléchir. Mais c'est complètement différent pour le chef d'entreprise qui va décider d'investir. Aux États-Unis, il prend la liste, il met en bas la déduction de subvention, il peut aller voir son investisseur en étant assuré d'avoir cette subvention. En France, pour avoir la même chose, vous faites un concours de beauté avec la chance de gagner ou peut-être pas. Donc, encore une fois, on a cette façon de réfléchir qui est trop macro. Revenons à la vie des industriels, faisons-leur confiance, donnons-leur la parole. Merci beaucoup.